Ok, bonjour à tout le monde, ceux qui sont arrivés. Je m'appelle Linus Doggerskog, je viens de la Suède, de l'Institut environnemental de Stockholm. Mais j'ai passé 4 ans au Burkina Faso, au Niger, avant mon expérience, et un peu dans les 2 pays, Burkina, Afrique de l'Ouest et puis la Suède. Et en fait, le titre a un peu changé. J'ai été demandé de présenter un peu plus aussi sur les barrières sanitaires et directives de l'OMS par rapport à la valorisation et l'utilisation. Et puis aussi des exemples de réutilisation des urines de production agricole. Et je vais essayer de rentrer dans le cadre de 15 minutes, mais ça risque d'être un peu vite. Alors s'il y a des questions, on peut approfondir certaines choses. D'abord, pour nous rappeler encore l'excrément humain et l'intérêt de la valorisation, c'est aussi basé sur la puissance fertilisante de nos sous-produits de l'assainissement. Et au Maroc, comme Sarah a dit hier, partout, ce qu'on mange, c'est ce qu'on rejette finalement. Et en termes des éléments nutritifs, dans l'alimentation marocaine, on ingère de l'azote, phosphore, potassium, d'une quantité qu'on connaît à travers on connaît ce qu'on a mangé, surtout en termes de protéines. Ce qu'on rejette de l'autre côté, ce qui est absorbé dans les intestins, sera finalement rejeté par les urines. Ce qui n'a pas été absorbé, on le rejette par les selles des fesses. Mais pour un adulte, le bilan, il y a un équilibre là-dessus, et on retrouve la même quantité de fertilisants à l'autre côté de l'homme. Et cette quantité, on peut le traduire en fertilisant chimique, qui a une valeur. Sur le marché mondial, il faut payer environ $6 pour cette quantité, qui correspond à ce qu'un homme rejette chaque année. Je pense que sur le marché local, ça sera plus cher. Si on voit pour le Maroc, ça veut dire environ $200 millions par année. Dans l'engrais potentiel qu'on peut récupérer dans les extraits et surtout les urines. Si on compare l'engrais que le Maroc a utilisé comme engrais chimique en 2010, avec la production d'engrais à travers l'extrait humain en 2010, on voit que c'est dans le même ordre de grandeur. Alors, cette fertilisant qu'on génère nous-mêmes n'est pas négligeable, et c'est surtout les urines qui contiennent la plus grande partie de ce fertilisant. Si on voit en termes de volume annuel, on génère beaucoup plus d'urine par personne, mais le taux de pathogène est très faible dans les urines par rapport aux selles, aux fesses. La plus grande partie d'azote et potassium, on les retrouve dans les urines. La quantité de phosphore, c'est plus réparti. Et la matière organique, on le retrouve bien sûr dans les fesses. Mais la conclusion un peu de cette slide un peu très générale, c'est si on veut protéger la santé, il faut vraiment s'occuper des fesses humaines qui posent le plus grand danger. Si on veut recycler la plupart des éléments nutritifs, il ne faut pas perdre les urines. Quelque part, ces nutriments-là, c'est intéressant de valoriser. Si on essaie de tracer le flux entre l'homme et la terre, on peut voir ce qui entre dans la maison. On a de l'eau et puis de la nourriture. À l'autre côté du ménage, nous avons en général, entre guillemets, des déchets. Les eaux grises, les fesses, les urines, les résidus organiques. Soit en flux séparé, soit mélangés, mais avec un traitement, il y a des éléments nutritifs et de l'eau dedans qui servent, c'est ça qui est intéressant pour la production agricole. Maintenant, on veut fermer ces boucles d'une manière saine, à moindre risque, bien sûr, et pour ça, il faut savoir comment les appliquer, ces différents produits. Il faut un traitement adéquat et il faut un comportement au niveau ménage pour réduire les risques dans ce système-là. Et l'OMS, depuis 2006, ils ont sorti leur dernière directive en 2006 pour nous guider afin qu'on réduise les risques au maximum pour fermer ces boucles-là. Et il y avait 4 guides OMS qui ont sorti. Il y a le premier sur la politique et réglementation. Le deuxième sur les eaux usées en agriculture. Troisième sur les eaux usées excrétant aquaculture.
Et le quatrième, c'est les excréta et les eaux grises en agriculture. Alors il y a ces 4 volets. Et je n'ai pas trouvé ça en français, ce qui m'étonne un peu, que toujours c'est seulement la version anglaise qui existe. Et c'est des documents assez costauds. Chaque volet a la même structure. Alors, il y a les 6 premiers chapitres concernent la réduction des risques, comment gérer les risques. Mais ils abordent aussi les aspects socioculturels, environnementaux, les considérations économiques, la politique, stratégie et le planning. Mais je pense que le noyau de ces directives de l'OMS, c'est vraiment les 4, 5, 6, où on essaie de déterminer les objectifs sanitaires du contexte donné, quelles sont les mesures de protection pour atteindre ces objectifs sanitaires, et puis comment le suivi et l'évaluation sera fait. Et ces nouvelles directives ont l'objectif de protéger la santé de la population, mais aussi reconnaître qu'il y a des avantages de réutilisation, et si on le veut ou pas, cette réutilisation sera faite. Si on essaie de fermer les yeux, bon, quelque part il y a des eaux usées qui sont réutilisées, il y a des bouts de vidange qui sont recyclés, alors il vaut mieux les cadrer et essayer de réduire au maximum ces risques. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont adopté une approche intégrée avec des barrières sanitaires tout au long de la chaîne, pas seulement le traitement, mais aussi le comportement, comment réduire les risques dans la valorisation en elle-même. Les directives sont aussi flexibles, alors ils proposent différentes exigences pour le système à grande échelle par rapport au système individuel, par exemple, petit système. Ils proposent aussi que les directives soient adaptées au contexte national. Et ils sont basés sur le concept d'ANA, c'est-à-dire année de vie ajustée de l'incapacité. Alors c'est du risque toléré, mais ils ont mis les niveaux de risque toléré au même niveau que pour l'eau potable. On n'a pas plus de grands risques sur une année de tomber malade par rapport à la boisson d'eau potable, par rapport à la consommation de produits fertilisés dans le cadre de l'OMS. Alors c'est un niveau très ambitieux par rapport à la réduction de risque, je pense, que l'OMS a mis, mais on peut toujours aussi l'adapter au contexte. Cette barrière nautique, bon, il y a un volet sur les eaux usées. Je pense qu'hier, vous avez bien abordé les eaux usées. Alors, je passe à l'utilisation de phénicilline et les eaux grises. Pour atteindre le niveau proposé par l'OMS, pour les pesticides, ils proposent une réduction de pathogènes de 8 à 9 logs, et les urines et eaux grises, s'ils ont été contaminés par les pesticides, de 4 à 5 logs. Et puis, vous avez toute une gamme de barrières sanitaires pour atteindre cette réduction. Vous voyez, si on suit les consignes de traitement, il y a une réduction de pathogènes avec log 6. Et ainsi de suite. Et je pense que les 2 plus grandes réductions qu'on peut trouver, c'est de suivre le traitement et puis 1 mois de rétention entre la dernière application et la récolte. Et pour les pesticides et pour les urines, on ne les applique pas juste avant la récolte. On l'applique comme fertilisant de base ou fertilisant de couverture. Alors c'est bien normalement 1 mois avant la récolte. Et pour ça, on ajoute les 6 plus les 4 ou 6. Ça veut dire qu'on est bien dans la gamme de réduction de risques. Et en fait, les barrières sont faites pour que s'il y a une barrière qui n'est pas respectée, les autres barrières couvrent. Et en total, on a cette réduction qu'on cherche. Mais il propose l'adaptation au contexte national, selon les niveaux de risque tolérés, selon les niveaux économiques, les aspects socioculturels, les aspects environnementaux. Jusqu'à là, il n'y a pas eu beaucoup de pays qui ont adopté ou adapté ces directives au niveau national, parce que ce n'est pas très très facile de pénétrer la méthodologie. Alors l'OMS est en train d'élaborer une guide pour faciliter le processus d'adaptation. Un collègue à moi, Thorax Stenström, il est dans ce groupe-là. Il m'a dit que si au Maroc il y a le désir d'avoir l'accompagnement dans cette adaptation, il sera prêt de vous aider ou bien appuyer dans ce processus. Parce qu'ils vont élaborer un plan de gestion. Bon, ils vont recommander l'élaboration d'un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'assainissement au Sanitation Safety Plan.
Maintenant, si on aborde l'aspect urine, je sais que c'est un sujet sensible, surtout dans le contexte musulman, le Nayasa. C'est bien connu que l'urine est considérée comme quelque chose d'impur. Mais il y a quand même des avantages, et puis peut-être qu'il y a des moyens de le faire quand même dans le cadre du contexte, de ces contextes socioculturels. Dans le premier match, c'est de la Suède, une application à grande échelle, et on va sur un projet en Éthiopie, là où je travaille un peu actuellement. Bon, l'avantage, c'est que l'urine est peu contaminée, et la séparation de l'urine facilite aussi le traitement de sel, comme on réduit le volume à traiter de fesses, qui est très, très chargé de pathogènes. Et ça permet aussi, d'une manière facile, de récupérer un maximum des éléments nutritifs. Et si on applique au sol, on réduit aussi le risque qu'on retrouve ces nutriments dans l'eau, où ça peut poser des problèmes d'eutrophisation. Maintenant, pour les collecter, pour avoir ce produit fertilisant, il y a différentes manières. Par exemple, des sièges, des toilettes pour la séparation d'urine, à différents standards, assises, accroupies, ou bien même des urinoirs simples. On n'a pas besoin de latrine en fait pour collecter cette disons, fertilisant. Si on voit l'OMS, ils disent qu'au niveau ménage, si c'est l'agriculture de subsistance, il n'y a pas un besoin de traitement. On peut l'utiliser directement parce que le risque de contamination dans la famille, dans les autres activités de la famille, est beaucoup plus grand par rapport à l'application des urines. Mais si la récolte est à vendre, il recommande entre 1 mois et 6 mois de stockage selon les différentes températures et bien le niveau d'abattement et puis le type de culture qu'on compte cultiver. Mais on peut avoir des niveaux moins stricts si on sait qu'il n'y a pas une contamination fécale. Sinon, l'OMS recommande qu'au moins 1 mois de délai entre l'application et la récolte pour avoir cette grande barrière sanitaire. Et on l'applique proche au sol, on le couvre avec la terre, on protège le travailleur à travers les gants de lavage de main. Et si on voit les guides, maintenant, les guides pratiques, il y en a. Le SI a fait un guide en 2010, général, générique, pour, ils ont facilité le processus de l'adapter au contexte national. Niger, il y a eu un guide en 2010 qui est plus précis pour le contexte nigérien. Et les Philippines ont fait un très joli guide en 2011 avec des tableaux précis sur la dose, etc., et comment le faire avec les photos. Maintenant, je vais donner 2 exemples sur la fermeture de cette boucle en milieu rural et en milieu, disons, plus peut-être urbain. Si on prend d'abord le milieu rural, il y a 40% de la population au Maroc qui habite proche de la terre. Alors, la boucle est petite et plus facile à fermer par rapport aux grandes boucles urbaines. Je vais prendre 2 exemples. La Suède, nous avons pas mal d'assainissement autonome. Il y a un grand pays avec de petites maisons secondaires un peu partout. Il y a 15 000 toilettes de séparation d'urine intégrées dans la maison même, d'un peu de haute standing. Et on a environ 150 000 de toilettes simples. Et pourquoi? Quel est le facteur de motivation? Bon, ça peut être écologique. Il y a des gens qui sont conscients de l'environnement, veulent recycler. Et 2, pour les maisons séparées, c'est beaucoup moins cher d'avoir une toilette sèche simple que d'installer une toilette à chasse avec tout le système de traitement qu'il faut, qui coûte très cher en Suède. Si on voit en Afrique de l'Ouest, la motivation, le facteur de motivation, c'est beaucoup plus la production agricole. Et il y a eu plusieurs projets où ce concept a été introduit comme, de point de vue production agricole, et l'assainissement devient un bonus. J'ai travaillé au Niger, où on a introduit cette fertilisant liquide à travers le champ école, beaucoup de champs d'expérimentation. Vous voyez le résultat. Le paysan voit clairement l'intérêt dedans. Maintenant, il y a aussi les barrières religieuses culturelles, mais ils disent que déjà, ils défèquent à l'air libre, ils urinent à l'air libre.
et ils voient l'effet sur les plantes proches du village. Maintenant, ce qui est proposé, ça améliore ce qu'ils font déjà. Ça réduit les risques de ce qu'ils font déjà. Et, en fait, le fait que l'OMS a donné des directives aussi les rassure. Et on diffère entre l'urine et le fécis brut par rapport à l'urine et le fécis traité. Après le traitement, on l'appelle en langue locale engrais liquide et engrais solide. Ça qui fait une transformation un peu mentale aussi de la chose. Pas mal de sensibilisation. Il y a eu des séances de dégustation de produits de mil final pour comparer les différentes fertilisants qu'on utilisait. Pas mal de visites d'échange entre les agriculteurs. Et la collecte d'urine est assez facile. On n'a pas besoin d'un grand moyen pour commencer la collecte. On peut aussi le faire à travers la latrine traditionnelle, mais avec la séparation là-dessus et puis l'ajout du matière organique dans la fosse pour accélérer le compostage du fécis. Et aussi l'eau de nettoyage, l'ablution peut entrer dans cette latrine à compost. Alors ça a été adapté au contexte. Maintenant, la gestion de ces grands volumes d'urine n'est pas évidente toujours. Alors il y a pas mal de familles qui ont adopté la stratégie de l'appliquer sur le tas de compost pour enrichir le compost. Je pense que ça, c'est une bonne manière de le gérer aussi. Avantage, c'est facile à commencer cette collecte. C'est une fertilisation accessible à tout, un engrais efficace qui permet de produire au moins 50 kg de céréales par personne par année, extra si on arrive à la collecter. Et ça peut mobiliser, disons, des communautés agricoles qui ne s'intéressent pas trop à l'assainissement sinon. Et le traitement évidence du fécis sera plus facile s'il n'y a pas cette charge d'urine dedans. Mais bon, le désavantage, c'est des grands volumes à gérer pour les urines, le stockage, transport, par de l'eau. Il y a des odeurs, bien sûr, aspects socioculturels à surmonter, et tout le monde n'est pas intéressé. Alors ceux qui ne sont pas intéressés, il faut avoir des alternatives ou organiser la collecte chez ces ménages-là. Et je pense qu'il faut avoir une idée très claire sur la réutilisation dès le début. On ne peut pas dire que bon, après vous allez réutiliser ça. Mais il faut avoir une idée claire comment on va faire cette réutilisation, je pense, dès le début. Et le ménage doit pouvoir faire un choix informé et avoir aussi l'accompagnement. Rapidement, oui. le bouc urbain, c'est là où les gens ne l'utilisent pas. Ce n'est pas une auto-réutilisation, ils font une collecte, mais c'est la même chose pour les bouts de vidange ou d'autres produits de l'assainissement. Les gens ne réutilisent pas sur place, alors il y a une collecte. Et on peut dire que ça rentre dans la chaîne de valeur d'assainissement. On a la collection, il y a un transport, il y a un traitement, il y a une livraison chez les utilisateurs finaux qui le valorisent, énergie, production agricole, on a la consommation et puis le cycle est fermé. Mais pour que ce cycle marche, avec la production de fertilisants à gauche et puis la production agricole à droite, il faut créer la demande pour l'assainissement, il faut créer la demande pour cette fertilisation, il faut sensibiliser les consommateurs, il faut que ça soit encadré par les institutions et les lois. Mais il peut y avoir des opportunités de business dedans. Une entreprise, association peut éventuellement vendre à l'agriculteur, il peut avoir un peu d'argent de musclé pour le traitement qu'il effectue, et le ménage peut se débarrasser d'un produit qu'il ne veut pas. Est-ce que c'est possible de faire le business là-dessus? On a tenté, il y a eu une tentation à Ouagadougou avec 900 ménages, où il y a eu une collecte. Et l'intérêt du ménage était que ce type de latrine était moins cher à vidanger par rapport aux latrines traditionnelles. Mais il y a eu les associations qui collectent les urines et les fécis traités, et puis ils amènent à une station écologique où ils le traitent encore pour ensuite livrer aux agriculteurs urbains. Et il y a eu, depuis 2009 jusqu'à 2012, il y a eu la vente de 300 000 litres d'engrais liquide et 44 000 kilos d'engrais solide. Ça n'a pas été facile. Le système marche toujours, mais ils luttent beaucoup, ces entreprises-là. Et puis la valorisation en agriculture. Mais on peut tirer quelques leçons. Le défi,
c'est vraiment le coût de transport élevé, c'est compliqué s'il n'y a pas une proximité entre les ménages et les stations de traitement. Et aussi, c'est bien s'il y a une proximité au site de réutilisation. Et je pense que la clé, c'est de trouver un business model qui permet aux entreprises d'être rentables. Il faut une formation en sensibilisation pour l'acceptation, surtout chez le producteur et le consommateur, un suivi, et puis, normalement, la planification urbaine, les espaces verts et l'espace pour l'agriculture urbaine n'est pas très priorité, et le cadre juridique manque normalement. Alors, est-ce qu'il faut le réutiliser ou pas les urines? Bon, ça permet la réutilisation des éléments nutritifs, et ça peut être fait à moindre coût. Si on a une latrine traditionnelle, on peut commencer la collecte des urines à côté avec une urinoir simple, on n'a pas besoin de faire quelque chose de compliqué. Et souvent, je trouve que les agriculteurs sont très pratiques. C'est des hommes, des femmes de terre à terre qui, s'ils voient un intérêt dedans, ils trouvent les raisons pour le faire. Et je pense que c'est bien que les ménages connaissent l'option, mais on les laisse faire une décision informée. Et si on veut aller dans ce sens, il faut aussi impliquer, bien sûr, le professionnel de l'agriculture. Dans tous les cas, dans n'importe quel système d'assainissement où on vise de faire les boucles, c'est une transformation de paradigme. Avant, on va de rejet à l'hygiénisation et la valorisation. Et au lieu que la destination finale soit de l'eau, on vise le sol. Et au lieu de problème, on veut la production. Alors c'est la conception du système. Au niveau institutionnel, c'est aussi un changement de paradigme parce que ça sera plus d'acteurs impliqués. La collaboration proche entre l'assainissement et l'agriculture. Et le cadre juridique n'est pas encore adapté dans la plupart des pays pour la valorisation. Et peut-être le dernier changement de paradigme, c'est surtout le changement mental. Si on a vu que les skatas et les OEC sont des déchets oubliés, quelque chose de mal et de honte, est-ce qu'on peut les revoir comme des ressources, quelque chose qu'on peut hygiéniser et réutiliser comme un bien, et on peut être fier de faire mieux ses boucles. C'est ça le défi. Je vous remercie beaucoup.